Ah là là, comment un empire aussi exceptionnel, aussi dominant est en train de tomber? Comment est-il possible que Red Bull soit autant fragilisé à l'amorce de cette nouvelle ère de la Formule 1 dans cette saison 2026? J'espère que vous allez bien les amis pour un tout nouvel épisode de Push Lap, un épisode qui s'annonce absolument passionnant avec beaucoup de débats et on va vraiment se régaler aujourd'hui avec dans ce mois d'avril, c'est vrai, où il n'y a pas de Formule 1, mais il y a du sport automobile, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai qu'un mois sans Formule 1, ça peut commencer à faire long, mais c'est vrai que la F1 on avait sans doute besoin de cette pause pour de nouveau revoir sa réglementation 2026 qui pose énormément de problèmes et on va de nouveau forcément en parler aujourd'hui avec au-delà du débat sur Red Bull, avec un push mag sur une information qui va sans doute en réjouir certains, beaucoup même d'ailleurs, mais qui moi de mon côté m'inquiète énormément pour l'avenir de ce sport. J'espère que vous allez bien, on a beaucoup de choses forcément à voir dans ce nouvel épisode de Push Lap, immensément heureux de vous retrouver, mais ce que je voulais dire c'est surtout de vous remercier, très heureux de voir que le dernier épisode vous a plu. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été nombreux à réagir en commentaire sur cet épisode qui était votre épisode, encore une fois sur la réglementation 2026. Est-ce que la F1 est en train de se détruire avec cette nouvelle réglementation, cette nouvelle ère de la Formule 1, en particulier après le crash très dangereux bien sûr de Oliver Burman, plus de peur que de mal bien sûr, mais il était important de pouvoir faire ce débat avec Baby Choum qui était encore une fois absolument formidable du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous découvrez ce podcast, allez vous abonner à la chaîne YouTube, mais avant tout à liker cette vidéo, c'est extrêmement important pour le soutien et puis pour le référencement et pour soutenir bien sûr cette chaîne. Et puis si vous écoutez ça sur les plateformes de podcast, merci à vous, et bien n'hésitez pas à noter le podcast sur les différentes plateformes de podcast comme je dis, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify et j'en oublie certainement, donc voilà, merci beaucoup pour le soutien et pour les commentaires au-delà des avis sur les épisodes, mais des commentaires qui peuvent être également constructifs sur la construction des épisodes. C'est grâce à vous que ce podcast peut s'améliorer et voilà, je suis très heureux de voir comment les choses évoluent et ça me fait très plaisir de pouvoir vous faire ce nouvel épisode de Push Lap. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous le voyez derrière moi, je ne suis toujours pas dans le studio du côté de chez Emotion, la raison étant qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous maternité puisque votre fidèle serviteur va devenir papa dans quelques semaines maintenant, donc ouais, il y a beaucoup de choses, donc voilà, il y a des choses en préparation, il y a forcément des imprévus qui peuvent se mettre, et notamment un rendez-vous maternité, mais attention, un rendez-vous maternité sans mal, hein, il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit, c'est juste que ça devait, c'est un rendez-vous extrêmement important, donc voilà les copains. Bon, au programme aujourd'hui, le Push Mag avec une grosse information notamment, c'est d'ailleurs la seule de ce Push Mag que j'ai voulu mettre en avant pour prendre le temps de parler de cette info, surtout parce qu'en fait le push to talk aujourd'hui, j'ai dû faire des petits choix, mais le push to talk, donc le débat sur Red Bull, un empire devenu fragile, sachez qu'il fait quand même une vingtaine de pages, hein. J'ai bien écrit hier soir pour tout vous préparer, vous récolter le maximum d'informations. J'ai également fait le choix de ne pas faire un push mag extrêmement important en termes de taille parce que nous sommes le 7 avril, je tourne le matin du 7 avril et l'épisode sortira donc ce soir au moment où je tourne, mais ce soir le mardi 7 avril, parce que demain il y a une réunion entre les équipes concernant les changements, les améliorations, les ajustements de cette réglementation aujourd'hui qui pose bien sûr problème, on en a déjà beaucoup parlé, donc je suis en train de voir comment je vais ajuster. Est-ce que je ne referai pas un petit épisode de Push Mag sur cette réunion, sur ce qui en est sorti de cette réunion vendredi. C'est vrai que j'ai dit ça aussi la semaine dernière, mais j'ai été pris de court par beaucoup de choses et ça peut arriver, je m'en excuse pour ceux qui attendaient un épisode vendredi dernier, mais voilà, je suis en train de voir, d'ajuster. Notamment, ce que je veux vous dire aussi, c'est que au cas où je suis en live sur ma chaîne Twitch, Alexandre-Caldi, si on parle aussi beaucoup Formule 1, le matin, généralement, j'aime bien les streams le matin. Donc voilà, ça peut, si au cas où il n'y a pas d'épisode vendredi, et même s'il y avait un épisode vendredi, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne Twitch pour parler de tout ça, où ça permet aussi d'avoir des échanges peut-être parfois un peu plus directs, puisqu'il y a le chat Twitch qui est présent. Donc voilà, les copains. Maintenant que tout est installé, que tout est placé, rentrons dans le vif du sujet, les amis. Le Push Mag, bien sûr, votre récap des actualités, je le disais,
et bien sûr la dernière semaine. Et donc je le disais, une information les amis, c'est une information qui devrait en réjouir certains, mais de mon côté très très honnêtement, je ne trouve pas forcément que cela est la meilleure, que cela soit la meilleure des solutions pour l'avenir de ce sport. Et on va parler de plusieurs points. Déjà, effectivement, rentrons dans le vif du sujet. La Formule 1 vient à peine de lancer sa révolution 2026, qu'une autre bascule beaucoup plus radicale, j'ai même envie de dire, se prépare effectivement déjà en coulisses. Cette fois, ce n'est pas un ajustement technique, ce n'est pas une évolution, c'est un changement, un changement de cap complet, voilà, un cap clair, comme dirait l'autre, un retour aux sources d'une certaine manière. Dans les discussions entre ingénieurs et décideurs, une idée s'impose, peu à peu, revenir à un moteur beaucoup plus simple, plus brutal aussi, un V8 turbo de 2,4 litres alimenté par un carburant durable, et donc se débarrasser de l'hybride. Dit comme ça ressemble à un rétro-pédalage, mais moi, j'y vois surtout un aveu. Ouais, parce que cette réglementation en 2026, ce fameux 50-50 thermique électrique qui devait, j'ai envie de dire, incarner l'équilibre parfait entre performance et modernité, ne convainc pas. Personne quasiment, enfin ça convainc personne, je ne vois pas un pilote dans la grille, objectivement j'ai envie de dire, hormis nos amis de côté de chez Mercedes, donc Russell et Antonelli, et peut-être même Pierre Gasly. Alors Pierre Gasly c'est peut-être celui qui est le plus objectif dans la situation, mais Russell et Antonelli se battent pour le titre, donc j'avoue que je vais peut-être moins écouter leur avis par rapport à cette nouvelle réglementation, mais c'est vrai qu'il y a très très peu de pilotes aujourd'hui, véritablement, qui sont contents de cette nouvelle ère de la Formule 1. Sur le papier c'était révolutionnaire, c'est vrai, sur la piste ça impose une autre logique, lever le pied, gérer, calculer, optimiser sa batterie avant d'attaquer une ligne droite, et même en pleine ligne droite, il faut optimiser sa batterie. Piloter autrement et ça ne passe pas, on a beaucoup répété. Max Verstappen n'est pas le seul à pointer du doigt cette dérive, bien sûr, mais il en est véritablement le symbole, et on va y venir quand on va parler de Red Bull justement dans quelques instants. Ce qu'il critique au fond, c'est une Formule 1 qui s'éloigne de l'instinct pour basculer vers la gestion, une discipline où dépasser ne dépend plus seulement du freinage tardif, de l'audace et du talent brut, mais d'une batterie bien ou mal utilisée, justement. Et quand le meilleur pilote du monde vous dit qu'il se demande si ça vaut encore la peine d'être là, ça peut être le signal le plus fort que ce sport peut recevoir. Face à ce malaise, le ton des discussions a forcément changé selon toujours le très sérieux média, et qui est toujours très très bien informé, le média allemand Amus Auto Motor und Sport. J'espère qu'avec l'accent allemand ça passe mieux. L'idée d'un V8 n'est plus un fantasme de nostalgie, c'est une option sérieuse, concrète qui est sur la table, et la logique est imparable. Avec les carburants durables, c'est e-fuel neutre en CO2, la F1 peut atteindre ses objectifs environnementaux sans traîner le poids au sens propre, comme figuré d'un système hybride d'une complexité folle. Notamment, on se rappelle que cette année, on a enlevé le MGUH, qui était un système extrêmement important pour la batterie et qui permettait d'avoir une meilleure récupération d'énergie, une meilleure efficacité, même plutôt dans la globalité. Et là, avec la situation actuelle, on était censé avoir des moteurs hybrides beaucoup plus faciles d'utilisation. Au contraire, aujourd'hui, dans les faits, on a des moteurs qui sont d'une complexité très importante à faire fonctionner. Et c'est véritablement un casse-tête. Derrière cette orientation technique se cache, je ne sais pas ce qui me prend, une vraie bataille d'intérêts, et elle a déjà eu lieu d'ailleurs dans un premier temps, puisque souvenez-vous, en 2025, Mohamed Ben Sulayem a tenté d'accélérer le mouvement en introduisant ce V8 dès 2029, souvenez-vous. L'accord n'avait jamais été trouvé parce que personne n'était aligné. Red Bull et Cadillac, ou plutôt que Red Bull, parce que Cadillac, je suis pas si sûr et certain qu'ils étaient prêts à y aller, je vais m'expliquer juste après, mais Red Bull était prêt à y aller. Mercedes et Ferrari, ils ont un petit peu freiné la situation, en particulier Mercedes qui savait que de toute façon en 2026, ils allaient avoir le meilleur moteur, ou du moins le moteur le plus efficace et le plus efficient. Honda et Audi, ils ont carrément fermé la porte, et à juste titre, et on va y venir, parce que c'était trop tôt, trop cher, trop risqué. Et on les comprend, parce que développer un moteur hybride nouvelle génération pour 2026, ça coûte déjà une fortune absolue.
Regardons du côté de chez Audi qui a des nouvelles installations du côté de Ingolstadt, du côté de Neuburg, pardon. Lancé en parallèle un projet V8 aurait obligé les constructeurs à doubler leur investissement sur une période beaucoup trop courte. Aucun n'a voulu s'y risquer. Et donc justement, eh bien 2031, ça devient l'échéance la plus crédible parce qu'un délai qui permet de finir le cycle actuel proprement sans précipiter une nouvelle révolution à moitié préparée, sans casser ce que 2026 est en train de construire pour le meilleur ou pour le pire. Mais voilà le vrai enjeu, si les monoplaces 2026 finissent par trouver leur rythme, si les pilotes s'adaptent, si les équipes maîtrisent la complexité, si le spectacle revient, alors ce débat, à mon sens, se tassera. Le V8 restera une belle idée dans un tiroir, mais si les critiques se confirment, sur le poids, sur la complexité, sur cette sensation de pilotage que dénoncent justement les pilotes sous la contrainte permanente de la gestion, alors le retour au V8 ne sera plus une option, ce sera véritablement la réponse. Et je dis bien malheureusement, alors il y a une question principale qui en ressort. Est-ce que, selon vous, le retour du V8 en 2031 sans hybride, c'est redonner d'une certaine manière son âme à la Formule 1 ou avouer finalement aussi que la révolution 2026 était une erreur? Et surtout, est-ce que vous, en fait, finalement, je vous invite à donner vos avis en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à sacrifier l'électrification pour retrouver le plaisir du pilotage? Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais dans un premier temps, je ne pense pas qu'il faille, ou du moins je ne pense pas que la Formule 1 doit aller vers l'annulation de l'électrification en Formule 1. On ne doit pas arrêter l'hybride en F1. Ça sera aussi, on parle beaucoup d'aberration par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans cette ère de la Formule 1 avec le 50% électrique et donc du coup le 50% thermique, ou plutôt inversement, le 50% thermique pour du 50% électrique. Ça, vous voyez, je peux comprendre qu'on puisse qualifier ça d'aberration. Dans un premier temps, dans la vue de Max Verstappen, qui estime que ce n'est pas ça une course de Formule 1. Non pas le sport auto, mais une course de Formule 1. Puisque vous le voyez en Formule I, on a du sport, c'est une discipline que j'adore, c'est une discipline que je suis énormément, le championnat du monde de Formule I depuis ses débuts en 2015, bien sûr. Mais dans la finalité, la Formule I a été créée pour être une discipline de gestion, une discipline de performance par l'efficience. La Formule 1 n'a pas été pensée pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne comprends pas véritablement le message quand on voit la Formule 1 avec cette nouvelle réglementation 50% thermique, 50% électrique. Notamment, j'ai pu discuter avec Jean-Henri Verne il y a quelques semaines maintenant au Prix de Madrid et lui-même me disait ça, puisque lui aujourd'hui double champion de Formule 1, mais également un pilote Citroën aujourd'hui en FE. Et il me disait, c'est vrai que je ne comprends pas véritablement le message. Quelle est la vision de la Formule 1 par rapport à cette nouvelle réglementation. Cependant, il ne faut pas tout mettre non plus dans la poubelle. Parce que enlever l'hybride complètement en F1, ça pour le coup, ce serait une aberration. Et pour moi, ce serait également un mensonge industriel qui serait envoyé justement à Audi, qui serait envoyé également à Cadillac, qui serait également envoyé à Honda. Ces trois constructeurs-là sont revenus en Formule 1 pour une seule raison. La nouvelle réglementation moteur du 50% thermique et 50% électrique. C'est pour ça que ces constructeurs sont venus ou sont revenus. Honda, ils avaient arrêté, puis ensuite, ils ont dit « Ah ben finalement, on va revenir ». Alors oui, c'est vrai, ils ont pris 18 mois de retard, ils sont dans la mouise, clairement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pourtant, ils sont revenus parce que cette nouvelle réglementation les motivait, avec la nouvelle direction du côté de chez Honda, c'est vrai. Audi a voulu venir en Formule 1 parce qu'il y avait l'hybride, bien sûr, l'électrique, bien sûr, mais en particulier un taux électrique très important, le 50% électrique, je le disais. Cadillac veut devenir motoriste en Formule 1 à partir de 2029 parce qu'il y a cette réglementation. Donc, ils sont en train de préparer Cadillac un moteur pour 2029. Donc, dans cette ère de réglementation 50% thermique, 50% électrique. Et on va dire à Cadillac, alors oui, vous allez travailler pendant je ne sais pas combien de temps pour faire un moteur pour 2029. En 2031, on arrête l'hybride. Non, c'est pas bien. C'était pas bien, c'était pas logique, c'était pas dans la logique aujourd'hui, même du contexte automobile. Aujourd'hui, regardez, au-delà de la question hybride, au-delà de la question électrique, il y a la question de l'hybride. Dans l'Union européenne, il y a cette fameuse directive qu'à partir de 2035 ou plus, je crois que ça a été repoussé, on ne vende que en gros des voitures électriques.
Je vous invite d'ailleurs à aller voir par rapport à aller voir notamment par rapport à la question l'excellente vidéo de Sylvain Lévy sur l'électrique. Alors j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à cette vidéo. Je pense que c'est surtout des gens qui n'ont pas regardé la vidéo du début jusqu'à la fin parce que c'est vrai qu'elle est longue, elle dure 1 heure. Mais quoi qu'il en soit, j'ai regardé du début jusqu'à la fin avec quelques coupures parfois. Je l'ai regardé sur 3 jours, je vous cache pas. Mais c'est une vidéo qui explique parfaitement, à mon sens, mon ressenti par rapport à l'électrique. Que j'aime l'électrique, mais il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est vrai. J'invite à aller voir la vidéo pour vous faire encore plus votre avis, qui est une excellente vidéo. Mais par rapport à ça, par rapport à la Formule 1, il y a des constructeurs aujourd'hui qui commencent à faire, qui ont aujourd'hui un parc automobile qui est ou qui est en train de devenir 100% électrique. Je pense à Audi particulièrement. Audi, ils sont en train de sortir beaucoup de voitures électriques. Donc quel est leur intérêt aujourd'hui à être en Formule 1 avec un moteur, on leur dit qu'il n'y a plus d'électrique. Bah, ils sont venus, ils vont repartir. Voilà. Et ce sera très difficile à justifier pour la Formule 1 de perdre l'un des constructeurs les plus successful de l'histoire du sport auto. Audi qui est venu écrire son histoire en Formule 1. Audi qui est venu en tant que motoriste en Formule 1. Écurie 100% constructeur. Châssis, moteur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, ah bah non, merci vous êtes venus, mais vous allez repartir. Vous avez mis des milliards pour faire votre écurie, mais non, si ça vous plaît pas, merci, bonne soirée. Il est là l'énorme problème. Cadillac, c'est pareil, je me répète, mais Cadillac, pour moi, c'est pas normal ce qui se passe. Hein. Cadillac, on ne doit pas les. On peut pas leur dire à partir de 2029, vous avez fait un moteur, mais en 2031, vous devez repenser tout votre investissement, tout votre investissement. Et en fait, c'est juste que si la Formule 1 décide d'arrêter l'hybride, c'est juste à l'opposition totale des visions constructeurs qui sont impliquées en Formule 1. Ferrari, c'est vrai qu'il y a toujours l'hybride qui est présent, bien sûr. Il y a de moins en moins de moteurs thermiques, c'est la vérité. Alors, excusez-moi, s'il n'y a plus de moteur thermique, s'il y a plus de moteur thermique dans les Ferrari et qu'il y a l'hybride, vraiment la Formule 1, ça va pas dans le bon sens alors. C'est là en fait où je veux en venir, c'est que oui, l'électrique ne doit pas être la seule alternative, à mon sens, ne doit pas être considérée comme la seule alternative aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Ça, c'est ma vision. Mais ça fait partie aujourd'hui de l'avenir de l'automobile. Donc, si dans le pinacle du sport auto, tu dis adieu à l'électrique, alors que les moteurs qu'on avait jusqu'à fin 2025 étaient excellentissimes, avec un rendement magnifique, on avait des courses qui pour moi montraient la véritable performance des moteurs qu'on pouvait avoir, des unités de puissance qu'on avait jusqu'à fin 2025. On a créé depuis 2014 une nouvelle Formule 1 hybride avec un rendement et une efficience absolument exceptionnels pour que finalement on abandonne tout. Pour moi, c'est... Et tout ça sur l'autel du sacrifice de 2026 avec cette nouvelle réglementation. Oh, on peut juste faire des ajustements. Il ne faut pas abandonner l'hybride en Formule 1. Ça, pour le coup, ça tuerait notre sport. J'en suis sûr et certain parce que si la Formule 1 existe, c'est aussi parce qu'il y a des constructeurs qui investissent énormément d'argent et qui se retrouvent également technologiquement. Au-delà d'être la plateforme marketing la plus importante dans le sport automobile et de très très loin, au-delà même d'être la plateforme marketing et commerciale l'une des plus importantes justement dans le sport tout entier, il faut aussi regarder l'investissement technologique et l'investissement mécanique, l'investissement de performance et l'investissement d'efficience. Les constructeurs viennent en Formule 1 parce qu'il y a un retour sur investissement technique. Et s'ils viennent alors qu'il n'y a aucun retour sur investissement technique, à quoi ça sert ? Non, donc c'est très dangereux. Pour moi, je comprends encore une fois la nostalgie, parce que la nostalgie, c'est quelque chose qui nous encense même plusieurs fois, dans un bon ou dans les mauvaises choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus trop dans cette nostalgie absolue pour retomber dans une Formule 1 sans hybride. C'est pas l'avenir de la F1. Donc voilà, en tout cas voilà mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, mais voici ma perception vis-à-vis de la situation. Je comprends que ça puisse un petit peu déranger, mais parce qu'il y en a qui veulent absolument arrêter l'hybride ou qui veulent absolument du moins qu'on ait moins d'électrique en Formule 1, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution et que ce soit ce soit d'une viabilité justement au niveau de cette situation en Formule 1. Bon, alors je me remets en face cam, je bois un petit peu d'eau, parce que l'eau c'est important, parce que là on va parler de Red Bull. On va parler de Red Bull parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, un empire qui est en train de devenir fragile, point d'interrogation, c'est une question.
L'eau, c'est bon. Bientôt, il n'y en aura plus. Surtout une courte Citroën. Let's go! Bon, parlons de Red Bull. Alors, j'ai bien préparé tout ça hier. J'ai récolté le maximum d'informations. Je me suis même renseigné, j'ai envie de dire, auprès de quelques sources. Quelques sources, vous allez comprendre justement ensuite du côté de chez Red Bull. Parce que je voulais notamment comprendre comment fonctionnait la duo. Et parce que c'est un sujet qui est très important pour Red Bull, pour le moteur Red Bull Powertrains Ford, parce que finalement Red Bull ne pourrait justement ne pas percevoir, ne pas voir l'ombre de la duo, et on va y venir pourquoi, justement. Qu'est-ce qui est en train de devenir Red Bull Racing ? Red Bull Racing, une domination quasi totale pendant des années, une machine de guerre sur les dernières années, Pourtant, après 3 Grands Prix en 2026, l'écurie de Milton Keynes pointe à la 6e place du championnat du monde constructeur. 16 petits points, 2 points seulement devant sa petite sœur Racing Bulls. Pendant ce temps, Mercedes est premier en ayant déjà 135 points. Pour trouver Red Bull aussi bas après 3 courses, il faut quand même remonter à 2006, 2007, 2008. C'était avant l'ère Vettel, avant la domination, et même j'ai envie de dire avant l'Empire. Et pourtant, nous y sommes. Max Verstappen, quadruple champion du monde, incapable de dépasser une Alpine en course au Japon, une voiture qu'il dit détester, piloter, un homme qui questionne publiquement son envie de continuer en Formule 1 dans cette nouvelle ère. Isaac Hadjar, lui, fait ce qu'il peut et honnêtement, il le fait plutôt bien dans une situation pareille, mais même lui l'admet avec de telles performances, l'ambiance à Milton Keynes n'est pas bonne. Comment un empire est devenu aussi fragile ? Comment un empire devient-il aussi fragile? Même d'ailleurs, est-ce le moteur, est-ce le châssis, est-ce le prix d'avoir tout sacrifié pour une saison 2025 qui a failli payer, même d'ailleurs pour Max Verstappen, ou est-ce quelque chose de plus profond, une organisation en pleine transition qui cherche encore ses marques dans cette nouvelle ère de la Formule 1? On va tout décortiquer et je pense que ce que vous allez entendre va peut-être vous surprendre sur certains points, je le disais. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Push Lap, dans ce Push to Talk, Red Bull, un empire devenu fragile. Telle est la question aujourd'hui les amis. N'hésitez pas d'ailleurs, encore une fois, par rapport à tout ce débat, à donner votre avis en commentaire, c'est extrêmement important. Je lis tous vos commentaires et même la dernière fois avec Baby Choum, on a lu vos commentaires. Il a lu de son côté également les commentaires par rapport à vos avis sur cette nouvelle ère de la Formule 1. Bon, commençons parce que aujourd'hui, il est vrai de dire que l'empire Red Bull est en crise. Mais pour comprendre à quel point la situation actuelle est vertigineuse, il faut se rappeler quand même de ce qu'est Red Bull Racing. Parce que c'est une écurie qui n'existe en Formule 1 que depuis 2005. Née sur les cendres de Jaguar, construite de zéro ou presque, et pourtant, d'ailleurs, on a eu 6 titres constructeurs, 8 titres pilotes, Christian Horner qui arrive et qui, en moins de 20 ans, pâtit, l'une des organisations les plus redoutables que le sport automobile ait jamais connue. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de ce qu'était Red Bull à son apogée, pour moi, l'apogée de Red Bull, c'est 2023. 2023 parce que pour moi, c'est la saison la plus dominatrice de l'histoire de la Formule 1. Alors oui, on peut parler de McLaren dans les années 80, fin des années 80, 90, avec les MP4 qui étaient absolument exceptionnels, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pourtant, en termes d'efficacité et de rendement, je trouve qu'on n'a jamais eu une écurie aussi dominatrice dans l'histoire de la Formule 1, avec une telle assurance et un tel pilote en particulier. Red Bull remporte, souvenez-vous, en 2023, 21 Grands Prix sur 22. Sur le Carlos Sainz avait réussi avec Ferrari à gagner justement à Singapour un seul sur 22. Mais bon, c'est quand même, ils ont perdu qu'un seul sur 22 Grands Prix. Max Verstappen d'ailleurs avait établi un record de 10 victoires consécutives, 19 victoires sur 22 courses, 21 podiums et un 3e titre décroché avec 6 courses d'avance. Et le chiffre qui pour moi rend encore plus dingue la situation de 2023 pour Red Bull, c'est que en 2023, il y a eu 1325 tours de course au total. Max Verstappen en a mené 1003, seul en tête. 75,7% des tours de toute une saison en tête. C'est lunaire, c'était historique bien sûr, et Sergio Perez avait terminé vice-champion du monde. Red Bull occupait les 2 premières places du classement pilote. La machine était parfaite, totale, absolue. Alors oui, quand on repart de là, quand on repart de cette image de Red Bull en 2023,
invincible, comme Arsenal 2003-2004, quand on regarde ce que l'on voit aujourd'hui, 6e du championnat du monde constructeur, 16 points, incapable de dépasser une Alpine, le vertige est réel. Et Christian Horner lui-même, l'architecte de tout ça, a été écarté du pouvoir en pleine saison 2025. L'empire qu'il a construit l'a dépassé, puis s'en est débarrassé. Je parle beaucoup de 2023, parce que voilà ce qu'est Red Bull dans l'histoire de la Formule 1. Voilà d'où ils viennent. 2023, le sommet absolu, mais paradoxalement, c'est également le début de la fissure. Parce que, oui, pour moi, c'est là où tout commence. Pas la chute immédiate, mais la première craquelure dans le vernis d'un empire qui semblait invincible. On est au sommet, 21 victoires sur 22, la perfection made in Milton Keynes, qui a été construite par Milton Keynes, bien sûr. Et pourtant, en coulisses, quelque chose va commencer à se gripper. 2024 arrive, puisque Christian Horner se retrouve, souvenez-vous, au cœur d'une affaire de comportement inapproprié. Une enquête interne est ouverte, il nie, il se bat surtout pour garder son poste, mais il le garde dans un premier temps. Mais à ce moment-là, et pour moi c'est aussi d'où part la situation d'aujourd'hui en 2026, les tensions, elles, ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. D'un côté, on a la partie autrichienne de Red Bull, les actionnaires, la maison mère qui ne veut plus de Horner à la tête du campus. De l'autre, des conflits qui éclatent avec Adrian Newey, souvenez-vous, le génie du design, et surtout avec le clan Verstappen. Jos Verstappen, le père de Max, souvenez-vous à l'époque, était monté au créneau publiquement et il disait que Red Bull allait exploser si Horner restait à la tête de Red Bull Racing. Parce qu'il y a aussi un point important à ce moment-là. Rappelez-vous que Christian Horner était à ce moment-là pas seulement en fait le team principal de Red Bull Racing. Il en était le PDG, mais il était surtout en cumulé PDG de 6 entreprises dans le campus, dans la galaxie Red Bull au total. Un homme de pouvoir qui ne lâche pas finalement si facilement. C'est pour ça qu'il avait tellement de pouvoir. Souvenez-vous qu'il avait le soutien également de la partie thaïlandaise qui est supérieure dans l'actionnariat de Red Bull dans la globalité. C'est pour ça qu'il était resté, justement. C'est dans ce contexte de guerre interne que Red Bull tente de défendre en fait finalement ses titres en 2024. Et ils y arrivent à moitié du côté de chez Red Bull parce que Verstappen est certes champion du monde pilote pour la 4e fois, mais le titre constructeur il part chez McLaren. Red Bull termine 3e et derrière Ferrari aussi. Et c'est à ce moment-là donc que la machine s'enraye parce que pendant toutes ces tensions, ces conflits, cette instabilité monstre, Red Bull est censé construire ses fondations pour 2026. Pour cette nouvelle ère de la Formule 1 qui arrive, les fondations d'un nouvel empire qui est finalement posé sur du sable mouvant. C'est là que les départs commencent et ils sont dévastateurs. Souvenez-vous de Adrian Newey quand même, c'est 19 ans du côté de chez Red Bull, l'architecte de toutes les voitures championnes de Red Bull bien sûr, l'homme sans qui les RB18 et RB19 n'auraient probablement jamais existé sous cette forme. Il signe pour Aston Martin en 2024, c'est le départ le plus symbolique, certainement le plus douloureux. Quand le génie part, il emporte bien sûr ses secrets avec lui et son génie avec lui. Jonathan Whitley, directeur sportif de Red Bull Racing, près de 20 ans au service de l'écurie, le cerveau opérationnel, il quitte pour devenir directeur d'équipe chez Sauber Audi, qu'il quittera pas, qu'il a quitté il y a quelques semaines. Red Bull, finalement, commence à former ses concurrents. Will Courtney, responsable de la stratégie de course, il est annoncé chez McLaren dès septembre 2024. Red Bull d'ailleurs a tenté de le retenir jusqu'au bout de la saison 2025 avant de finalement le lâcher. Il arrive seulement chez McLaren aujourd'hui, en 2026, en tant que directeur sportif. Autrement dit, Red Bull a offert son stratège principal directement à son rival le plus immédiat. Alors ils ont toujours Anna Schmitz, ça c'est vrai, et elle fait un travail absolument exceptionnel, mais c'est juste pour mettre en avant les départs importants de Red Bull Racing. Ce n'est pas tout. Autour de Max Verstappen lui-même, sur ses 4 ingénieurs principaux, 3 partent pour 2026. Michael Mailing, ingénieur de contrôle, départ annoncé fin 2024. Tom Hart, ingénieur performance, il rejoint Williams par la suite. David Mertz, ingénieur moteur, il rejoint le projet Audi, en ayant suivi notamment Jonathan Whitley. Le mécanicien en chef, Lee Stevenson, déjà parti du côté du projet Audi. Le seul qui reste aux côtés de Verstappen, c'est Giampiero Lambiase, son ingénieur de course historique, celui qu'on appelle JP, la voit dans son casque depuis des années. Un homme sur 4 qui reste dans l'entourage de Verstappen, bien sûr, qui ont été annoncés publiquement. Pour moi, en fait, c'est là où commence une vraie fragilisation de l'empire Red Bull. Elle ne commence pas en 2026, ça serait faux de dire ça. Elle commence finalement en 2023, dans les coulisses de Milton Keynes.
silencieusement et inexorablement. Et maintenant, l'un point qui est important, c'est bien sûr la partie moteur. Parce que cette histoire-là, je pense que beaucoup l'ont oubliée, et pourtant elle est centrale selon moi. Remontons en 2022. Red Bull est en pleine discussion avec un constructeur allemand, Porsche. Des discussions sérieuses, avancées, qui promettent justement une collaboration historique. Je rappelle qu'à ce moment-là, le groupe Volkswagen a un plan qui est clair, c'est-à-dire faire entrer Audi et Porsche en Formule 1 pour 2026. Deux marques iconiques, deux projets colossaux distincts qui sont séparés, et Porsche qui vise directement Red Bull comme partenaire. C'est dans ce contexte d'ailleurs, et j'aime bien le rappeler, que Max Verstappen signe une prolongation de contrat monstrueuse, liant son avenir à Red Bull jusqu'en 2028. Quelques mois seulement après d'ailleurs son premier titre mondial en 2021. Et je suis convaincu que Max Verstappen prolonge aussi longtemps parce qu'il croit que Porsche va venir, parce qu'on lui voit un projet, une vision, un futur avec l'une des marques les plus mythiques de l'histoire du sport automobile aux côtés de Red Bull. Alors c'est vrai qu'aussi que Max Verstappen, je pense qu'il a cette... Même après 2021, aujourd'hui c'est encore plus le cas, mais je pense qu'après 2021, il y avait cette vision de loyauté envers Red Bull Racing par rapport au fait qu'ils lui ont permis de devenir champion du monde de Formule 1 au-delà de son propre talent, bien sûr. Sauf que finalement, ça ne se fait pas. Contre toute attente et après des mois de négociations, aucun accord n'est trouvé. La raison, Christian Horner. Il refuse catégoriquement de laisser Porsche entrer dans le capital de l'écurie à hauteur de 50%. Ce n'était donc pas une question technique, non pas une question sportive, c'était une question de pouvoir. Horner ne voulait pas partager son empire et Porsche derrière claque la porte. Je reviens par rapport à ma réflexion de l'époque. J'avoue que j'étais surpris, déçu, pas dévasté non plus, mais j'étais quand même très triste de ne pas voir sportivement l'association Red Bull-Porsche. Des informations que j'avais à l'époque, c'était quoi qu'il arrive, ça va se faire. Ils vont trouver un accord parce que c'est deux entités qui doivent absolument travailler ensemble et qui veulent travailler ensemble. Et quand ça ne se fait pas, je rappelle qu'à l'époque, il y avait quand même eu une annonce officielle d'un échec des négociations entre les deux parties, communiqué de Porsche et communiqué de Red Bull, pour annoncer que finalement ça n'allait pas se faire, qu'ils ne trouvaient pas d'accord. Et pour vous dire à quel point la discussion était allée loin et à quel point tout le monde pensait que Porsche et Red Bull allaient s'associer. Et moi je me souviens que j'avais été choqué. Je me souviens parce que c'était pendant le Grand Prix d'Italie 2022, la semaine du Grand Prix d'Italie 2022, et j'étais là en mode wow, ça se fait pas. Et moi je me souviens que ça m'avait vraiment vraiment choqué. Et pour moi en fait c'est ce moment, je parle de ça parce que c'est un moment fondateur. C'est là que les dés sont jetés pour ce que Red Bull va vivre en 2026. Parce qu'en refusant Porsche, Red Bull se retrouve face à un défi colossal, à savoir fabriquer son moteur de Formule 1 de A à Z. Depuis 2022, Red Bull Powertrains existait déjà. L'écurie assemblait déjà ses propres moteurs, tout en maintenant, on va dire, une collaboration technique avec Honda. Mais à partir de fin 2025, c'est terminé, puisque Honda part chez Aston Martin et Red Bull est seul. Alors, il y a une collaboration avec Ford qui est annoncée, qui est intelligente, bien sûr. Le retour d'une légende, Ford qui revient en Formule 1 pour la première fois depuis des décennies. Un partenariat ambitieux autour de la réglementation 2026, ce fameux 50% thermique, 50% électrique qui était censé tout révolutionner. Sur le papier, c'est excitant, c'est même historique, bien sûr. Mais pendant tout le développement, les échos qui filtrent du paddock sont, il faut le dire, inquiétants. Souvenez-vous, on avait des sources qui parlaient d'un projet en retard, d'un moteur qui ne répondait pas aux attentes, Verstappen qui était très inquiet notamment, tout le monde était très inquiet autour de l'écosystème Red Bull Powertrains Ford. D'une collaboration qui peinait même à trouver ses marques, l'ombre du doute planait de toute façon du côté de chez Milton Keynes, et pourtant, finalement, quand on regarde la réalité, elle est tout autre. Parce que 2025, c'est l'année de tous les dangers et du choix le plus fou. Max Verstappen est champion du monde en titre, mais McLaren arrive effectivement avec une voiture nettement plus supérieure à la Red Bull. Et comme si ça ne suffisait pas, Verstappen se retrouve à jouer à 2 contre 1. Norris et Piastri. Finalement, c'est Norris qui triomphera sur tout le monde. 2 pilotes McLaren qui se relaient pour lui mettre la pression. Puis il y a l'éviction de Horner en pleine saison. Donc un séisme interne supplémentaire nécessaire à mon sens, mais qui était un véritable séisme dans une écurie qui était déjà fragilisée.
Laurent Mekies qui débarque, nouveau patron, nouveau visage, et devant lui, une question impossible. On n'a pas de la partie moteur juste avant, mais c'est même Laurent Mekies qui a reconnu que la situation de 2025 a posé problème pour 2026. La question était, est-ce qu'on lâche 2025 pour tout donner sur 2026 ? Quand Pushlap a été créé, le premier épisode était un peu après la mi-octobre, et on était en plein dedans, souvenez-vous. La logique dit oui, de tout lâcher 2025 pour tout donner sur 2026. Toutes les écuries concurrentes ont déjà figé leur développement en 2025 pour concentrer toutes leurs ressources à nouvelle ère. Ferrari, Mercedes, McLaren, tout le monde tourne la plage. Tourne la page, j'ai envie de vacances visiblement. Mais Red Bull ne veut pas. Et Mekies lui-même l'explique avec une franchise assez rare. Il l'a dit notamment dans le podcast Beyond the Grid de la Formule 1. Vous arrivez au milieu de la saison, vous avez un nouveau patron avec les nouvelles règles de 2026, les nouveaux projets de groupe motopropulseur. Il y avait toutes les raisons du monde à dire, eh bien tournons la page, 2025 n'a pas fonctionné, concentrons-nous sur 2026, vous auriez été fous de faire autrement. Et la vérité, c'est juste que personne ne voulait faire ça. Personne ne voulait tourner la page. Personne dans toute l'écurie, pas un seul ingénieur, pas un seul mécanicien, et en particulier pas Max Verstappen. Alors finalement Red Bull a choisi de se battre, de tout donner jusqu'au bout. Dernier développement majeur apporté à la RB21, le Grand Prix du Mexique, c'était en octobre, quand les autres ont arrêté depuis des mois, et ça marche en partie. Verstappen remporte 6 des 9 derniers Grands Prix. Une remontée spectaculaire, presque miraculeuse. Il revient de 104 points de déficit sur Piastri. Il revient. Et il manque le titre pour seulement 2 points. Ce n'est rien. 2 petits points face à Norris. Alors oui, McLaren s'était énormément loupé sur plein de situations. On va pas refaire l'histoire. Mais quand même, réinsistons là-dessus. La remontada de Verstappen et la remontada conjointement forcément de Red Bull sur McLaren était historique, était exceptionnelle. Et c'est vraiment véritablement à mettre en avant. Et c'est 2 points qui résument tout le drame de cette saison. Mais Kies ne regrette pas en fait, ou en tout cas il assume plutôt. Nous pensions toujours que c'était la bonne chose à faire. Tourner la page vers 2026 aurait été une solution de facilité, une forme de pensée optimiste selon laquelle l'année suivante serait meilleure, alors que nous ne comprenions pas pleinement les limites de la voiture de 2025. Et il va même plus loin, avec encore une honnêteté qui force le respect. Oui, il savait qu'il y aurait un prix à payer plus tard, mais c'est-à-dire à quel point l'esprit combatif de l'équipe est profond. Un prix à payer, il le savait et ils le savaient tous. Des victoires arrachées au prix d'une prise de risque massive, des développements parfois faits dans l'urgence, des ingénieurs poussés à la limite, des ressources humaines et financières englouties dans le sprint final de 2025, au détriment de ce qui venait après. Et ce qui venait après, c'est bien sûr 2026, et ce prix, c'est exactement ce que Red Bull vit aujourd'hui. Laurent Mekies, encore une fois, le temps et l'énergie que nous avons investis dans cet effort tardif l'an dernier ont un impact sur notre projet. Point de départ en 2026. Évidemment, donc oui, nous en payons un peu le prix aujourd'hui. Est-ce que nous l'utilisons comme excuse ? Certainement pas. En fait, c'est beaucoup de 2026, ça part de là, pour moi, mais c'est surtout en fait une vision où je n'en veux pas à Red Bull. Red Bull a eu raison de faire ce qu'ils ont fait en 2025. Red Bull a eu entièrement raison. Moi, j'ai énormément de respect pour Red Bull Racing pour ce qu'ils ont fait en 2025. Pour moi, je remercie Red Bull de ne pas avoir lâché la saison sur Verstappen. Parce qu'on a eu un sprint final absolument fantastique et surtout Verstappen était heureux. Quand on regarde le début de l'exercice 2025, il a été tellement difficile. Alors oui, il y a eu des victoires, notamment avec le Grand Prix du Japon, la pole position, le Grand Prix du Japon et la victoire de Verstappen, qui ont été fantastiques ces 2 exploits. Mais par la suite, Red Bull s'est tellement investi, s'est tellement donné, c'était beau à voir. On parle beaucoup de rigueur technique, on parle beaucoup de lucidité technique, de lucidité de développement par rapport aux prochaines réglementations et ainsi de suite. Red Bull n'a pas voulu lâcher.
Moi, c'est la beauté du sport que j'ai vu de Red Bull. Alors oui, Red Bull en paye le prix aujourd'hui de 2026, mais Red Bull a tout donné. Red Bull s'est regardé droit dans les yeux. Red Bull s'est respecté. Red Bull a respecté ses valeurs de ne jamais rien lâcher en 2025. Oui, Red Bull paye le prix des efforts de 2025 sur 2026, mais ça en valait le coup. Oui, ça en valait le coup. Red Bull ne se donne pas comme excuse l'histoire de 2025. Red Bull se regarde droit dans les yeux. Maintenant, on doit se relever en 2026. On a tout donné pour 2025. C'était beau à voir, c'était magnifique. Maintenant, il faut certes payer le prix. Il faut assumer ses actes. Et ils vont assumer leurs actes. Et Red Bull va se relever par la suite. Mais voilà, c'est ça en fait que je veux mettre en avant. C'est cette question de Red Bull m'a fait plaisir. Red Bull m'a fait plaisir en 2025, Red Bull nous a fait plaisir, Red Bull nous a donné un sprint final historique en Formule 1 avec une remontada de Verstappen absolument immense. Tout le monde était au courant, tout le monde savait qu'ils allaient en payer le prix en 2026, ce qui est le cas de toute façon, mais c'est quelque chose qui en valait véritablement la chandelle. Et ça me rend heureux en fait d'une certaine manière sportivement parlant de voir une écurie avec un tel panache, comme dirait Jean Alési. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est le panache Red Bull, sous Laurent Mekies. Rendez-vous compte que Laurent Mekies est arrivé en 2025, il voit la situation. Je pense que beaucoup de patrons auraient dit, non mais on arrête. On coupe 2025 et on regarde la nouvelle réglementation, on se concentre sur la nouvelle réglementation. Laurent Mekies, il a regardé tout le monde, vous voulez faire quoi? On veut continuer. Oh, je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui auraient été en mode, mais vous êtes fous quoi. Non, faut qu'on soit la prochaine réglementation. C'est la prochaine réglementation qui est importante. Verstappen, il arrive en mode, non. Si on donne tout pour 2025, on donne tout pour une fin 2025. Et la remontada a eu lieu. Ça n'a pas payé malheureusement, mais Red Bull peut se regarder droit dans les yeux et assumer ce qu'ils ont voulu faire. Et surtout, ils ne se sont pas cachés. Et ça, c'est beau. Quelque part, on ne peut pas en leur en vouloir, comme je le disais, parce que c'est exactement ce qui fait de Red Bull ce qu'elle est. Cette mentalité, cet esprit, ce refus viscéral de lâcher. Mais aujourd'hui, cet esprit a un prix et Red Bull est donc en train de le payer cash. Parce que, parlons de la voiture. Parce que c'est là où ça devient très intéressant. Red Bull en 2026, oui, ça m'inquiète. Même si je pense que Red Bull va se relever, c'est quand même très inquiétant. 6e au championnat du monde constructeur, 16 points au compteur seulement. Et vous savez ce qui est encore plus humiliant, entre guillemets, c'est que Red Bull n'a seulement que 2 petites unités d'avance seulement sur Racing Bull, sa petite sœur, l'équipe B, celle qui est censée être à des années-lumière derrière. La performance n'est pas au rendez-vous et l'ambiance non plus. Le moral est en berne du côté de Milton Keynes depuis le premier Grand Prix. Le mécanicien personnel d'ailleurs de Max Verstappen, Ole Schnack, négocie activement son départ le plus tôt possible et a dire lui-même qu'il n'a pourtant aucune raison de se plaindre personnellement sur sa saison. Il lâche cette phrase qui dit tout. Ce n'est pas bon. Tout le monde se concentre pour comprendre ce qu'il se passe. Espérons que la prochaine version de la voiture aura un impact. Et Laurent Mekies d'ailleurs dresse un constat qui fait assez froid dans le dos. 1 seconde de retard sur Mercedes et McLaren, 1 dixième plutôt sur Ferrari. C'est abyssal dans un sport où les écarts se comptent en dixièmes. 1 seconde, c'est un gouffre. C'est une autre catégorie, même d'ailleurs. Mais alors d'où vient ce retard ? On parlait beaucoup du moteur justement auparavant. Naturellement et peut-être naïvement, on se disait que le problème c'était le moteur. Le fameux moteur Red Bull Ford, tout nouveau, toute nouvelle collaboration avec en toile de fond, donc je le disais, ces rumeurs persistantes d'un développement qui aurait pris du retard sur la concurrence. Logique de penser ainsi. Sauf que la réalité est bien plus surprenante. Posons-nous une question simple. Qui utilise le moteur Red Bull Ford sur la grille ? Red Bull Racing, mais également Racing Bulls. 2 écuries donc. Si on regarde Red Bull, ils sont en difficulté contre Ferrari, McLaren, Mercedes. Ok, la concurrence directe. Mais aussi en difficulté contre Alpine. Le peloton s'est rapproché de Red Bull aujourd'hui. Verstappen est incapable de dépasser Gasly au Japon pendant des tours, et c'était ça la réalité. Maintenant, quand tu regardes Racing Bulls, qu'est-ce qui se passe ? 14 points au compteur, toujours au moins une voiture dans le top 10 sur les 3 premiers Grands Prix de la saison, une double entrée en Q3 en Australie, Hadjar qualifié en P3 d'ailleurs à Melbourne, avec sa Red Bull, il faut le noter, et le rookie britannique, Arvid Lindblad, qui réalise une première course très impressionnante, souvenez-vous, en Australie. Tout ça avec le même moteur. Exactement le même moteur. Alors si le moteur était le problème, comment se fait-il que Racing Bull s'en sorte aussi bien à leur niveau ? Je dis bien. Le moteur n'est pas
le problème chez Red Bull. Et c'était pas juste mon analyse, c'est aussi les informations qui remontent du paddock, qui vont encore plus loin, parce que selon Autoracer Italy, média toujours très bien informé sur les questions techniques, le premier moteur Red Bull Powertrains Ford surpasserait le moteur Ferrari en termes de performance pure. Oui, le moteur Red Bull Ford, selon eux, est meilleur que celui de Ferrari. Alors c'est presque assez lunaire même d'entendre ça, mais quand on voit les résultats en piste, pourtant ça peut être le cas. Et ce qui confirme encore plus cette analyse, c'est le dossier de l'Adio. Alors c'est vrai que je parlais de ça un petit peu justement en amorce de cet épisode, mais c'est vrai que l'Adio, c'est extrêmement important de prendre ça en compte. Alors qu'est-ce que c'est l'Adio ? Je rappelle, c'est un mécanisme technique et réglementaire que beaucoup de gens connaissent, mais qui ne le comprennent pas forcément, et qui est pourtant central pour la compréhension de la hiérarchie des moteurs en 2026. L'Adio, c'est en réalité le sigle de Allocated Development Use Operation. En clair, c'est le système mis en place par la FIA pour permettre aux motoristes en difficulté de continuer à développer leur moteur en cours de saison. Dans la réglementation F1, les moteurs sont notamment homologués, c'est-à-dire figés, presque gelés, une fois que la saison est lancée. On ne peut plus les modifier véritablement, c'est la règle, l'objectif étant de limiter les coûts et d'éviter une course au développement permanente qu'on peut avoir dans les années 2000, les années 90, et ainsi de suite. Sauf que la FIA a prévu une soupape de sécurité, un mécanisme d'exception. Si un motoriste est jugé significativement en retard sur le plan de la performance par rapport à ses concurrents, la FIA peut lui accorder des jetons de développement supplémentaires, lui donnant le droit de faire évoluer certaines parties de son moteur en cours de saison. Comment font-ils le calcul ? Selon les informations que l'on m'a données, pour l'évaluation, ils prennent en compte les rapports de boîte, le poids de la monoplace et les traces GPS pour recaler le poids de la puissance du Power Unit. C'est ça, l'Adio. C'est en quelque sorte une compensation sportive, un filet de sécurité pour éviter qu'un motoriste ne se retrouve définitivement hors course dès le début d'un nouveau cycle réglementaire. C'est là que la situation de Red Bull devient d'une certaine manière savoureuse, encore une fois entre gros guillemets. Parce que selon Motorsport Italy, Ferrari, Honda et Audi devraient obtenir ces fameux tokens Adio, leur moteur étant jugé insuffisamment puissant face à Mercedes. Red Bull, de son côté, avec la collaboration avec Ford, probablement pas. Son moteur est considéré, selon les Adio et selon les informations de Motorsport Italy, le moteur est considéré comme trop performant pour bénéficier de cette compensation. Alors oui, Laurent Mekies, dans ses dernières déclarations, évoque justement le fait qu'il s'attend à ce que Red Bull Ford obtienne de la duo, mais c'est plus un discours politique parce que je pense qu'il sait très bien que ce moteur est plutôt très bon. Alors voilà où on en est, pendant que Red Bull souffre en piste, pendant que Verstappen fulmine dans son baquet, surtout par rapport à cette nouvelle réglementation, pendant que l'ambiance se dégrade finalement à Milton Keynes, les dires justement de Isaac Hadjar, son moteur est l'un des meilleurs du plateau, peut-être même le deuxième derrière Mercedes. La FIA elle-même, semblerait-il, le confirme avec les informations de Motorsport Italy, en refusant à Red Bull les tokens de développement accordés à Ferrari, Honda et Audi. Le problème n'est pas sous le capot, il est finalement sur le capot. Avant de passer au châssis, je veux juste dire que par rapport à Red Bull Ford, je suis admirablement étonné, je dis admirablement étonné du travail de Red Bull Ford. Je suis choqué du moteur Red Bull Ford. Après 3 Grands Prix dans cette nouvelle ère de la Formule 1, on a un moteur qui est finalement très bon. Pas seulement bon, je ne vais pas dire excellent, mais il est très bon, le moteur Red Bull Ford. Alors, pour un premier moteur de 100% Red Bull et surtout un moteur avec l'arrivée de l'association Ford, c'est un très bon moteur. On est sur un très bon moteur. Je salue véritablement le travail qui a été fourni en particulier par Red Bull, mais surtout par Ford, qui vient se greffer à cette nouvelle ère de la Formule 1 et qui a fait un travail que je qualifierais de fantastique. Pendant des semaines en 2025 et même en 2024, on entendait « Oui, le développement se passe mal. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Ah, le moteur s'annonce pas bon. Ils vont être très en retard quand même, Red Bull Ford. » Finalement, que nenni. Le moteur est très bon. Le principal problème de ce moteur, semblerait-il, c'est comment il est exploité. Comment on arrive à délivrer toute la performance du moteur Red Bull Ford. Il est là, en fait, le gros problème. C'est la manière d'exploiter le moteur. Mais la base, aujourd'hui, du moteur Red Bull Ford est très solide.
est très bonne. Et c'est une magnifique plage d'exploitation qui est mise à disposition aujourd'hui de Red Bull Racing et bien sûr de Racing Bulls. Faut quand même rappeler qu'on part d'un motoriste qui est quasiment tout nouveau en Formule 1 parce qu'il y a quand même eu le travail avec Honda par le passé, mais on parle quand même d'un motoriste qui est quasiment tout nouveau en Formule 1 et ils ont fourni quand même une base extrêmement solide et c'est à saluer et il faut surtout dire bravo à Red Bull et bravo à Ford pour ce travail fantastique parce que c'était pas gagné en fait. Quand on regarde par rapport à Audi aussi, faut les féliciter bien sûr, mais Audi a fait un travail fantastique, mais je trouve que ce qu'a réalisé Red Bull Ford en particulier, c'est vraiment pour moi l'un des plus gros exploits, j'ai envie de le dire, de cette nouvelle ère de la Formule 1. C'est vrai. La situation donc est sur le capot. Le coupable, pour moi, c'est le châssis. Pas le moteur, on disait pas Ford, pas le partenariat, c'est le châssis. La RB22 est une voiture avec un package aérodynamique que personne à Milton Keynes ne comprend vraiment. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus inquiétante qu'on puisse dire d'une écurie et de ce niveau. Ajoutez à ça un poids sévère. 15 à 20 kg au-dessus du poids minimum réglementaire. Dans un sport où chaque dixième de seconde compte, où chaque kilo supplémentaire se traduit directement en temps perdu sur la piste, c'est un boulet phénoménal. On a un handicap en fait structurel aujourd'hui du côté de chez Red Bull. Pas un réglage, pas un détail, une réalité de conception. Et pour mesurer l'absurdité de la situation, prenez Ferrari. Ferrari a un meilleur châssis que Red Bull, ça c'est un fait. Mais un avantage aérodynamique estimé à 8 à 9 dixièmes de seconde quand même. Presque une seconde, rien que sur le châssis. Et pourtant Red Bull a, semblerait-il, un meilleur moteur que Ferrari. Laissez ça, j'ai envie de dire, rentrer une seconde. Red Bull a un meilleur moteur que Ferrari. Ferrari a le meilleur châssis. Et dans le classement, Ferrari est quand même largement devant que Red Bull. Voilà ce que coûte un châssis raté aujourd'hui dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Isaac Hadjar l'a dit un peu sans détour, avec une franchise qui tranche dans le paddock. Le moteur est bon, le châssis est terrible. Voilà. Terrible, pas décevant, pas insuffisant, terrible. C'est le mot qu'il a choisi. Et les détails techniques confirment chaque mot parce que après les qualifications à Suzuka, Hadjar et Verstappen décrivent une voiture qui passe d'un extrême à l'autre, entre sous-virage à sur-virage, d'une session à l'autre, parfois même d'un tour à l'autre. Parce que résultat, la Red Bull est dans tous les sens. Les pilotes n'ont aucune confiance pour attaquer les virages. Verstappen, l'homme qui attaque tout le temps, dans n'importe quelle condition, n'ose pas attaquer au vu de la situation. Et il saigne du temps à chaque tour. Pas parce qu'il manque de talent, pas parce que la voiture ne leur permet pas mais parce que la voiture ne leur permet pas de faire autrement. Et aussi parce que cette nouvelle réglementation, c'est à noter, bien sûr, pour Verstappen. Laurent Mekies lui-même place Red Bull lointain 4e du plateau et avec la métrique des Super Times qui mesure le meilleur tour du week-end exprimé en pourcentage du meilleur temps global, Red Bull était même plus lent qu'Alpine au Japon. Voilà les faits. Alpine, l'équipe que Verstappen n'a pas pu dépasser pendant toute la course avec Pierre Gasly. Mais ce qui est vraiment alarmant, ce n'est pas l'écart, c'est ce que dit également Hadjar ensuite. Red Bull n'a aucune piste pour rendre la voiture plus rapide. Pas nous travaillons dessus, pas nous avons des solutions, on n'a aucune piste aujourd'hui pour améliorer les choses. Et à Suzuka, les modifications apportées à la voiture la rendaient encore pire en fait. C'est ça en fait le vrai problème. On peut accepter d'être lent, on peut accepter de travailler dur pour remonter, mais quand les corrections empirent les choses, c'est que le mal est profond, très profond aujourd'hui. La solution structurelle, il a évoqué un nouveau châssis pour 2027. C'est la réalité. Il faudra certainement attendre 2027 pour véritablement régler le problème à la racine. En attendant, de nouveaux composants devraient permettre de récupérer environ 5 kg d'ici Silverstone, 5 kg sur 15 à 20. Vous mesurez donc l'ampleur du chantier aujourd'hui. C'est pourquoi ce mois de pause pour réfléchir, analyser, accumuler les heures de simulateur, c'est absolument vital pour Red Bull en ce moment. Ce n'est pas une pause, c'est une course contre la montre dans laquelle est bien sûr l'écurie de Milton Keynes. Et dans tout ça, il y a une tête qui commence sérieusement à vaciller. On parlera de Verstappen plus tard, mais Pierre Vacher.
directeur technique de Red Bull Racing, l'homme qui était censé être le successeur naturel d'Adrien Newey côté conception, celui qui devait incarner la continuité technique après le départ du génie britannique, sauf que les résultats ne suivent pas. Et en Formule 1, les résultats c'est tout, parce que revenons en arrière, mai 2024, Red Bull commence à perdre pied face à McLaren, la RB20 régresse en cours de saison, première zone de turbulence véritablement pour Pierre Vercher, après le départ d'Adrien Newey. 2025, la RB21 ne performe pas au niveau attendu en début de saison. Il faut attendre des développements massifs et risqués en seconde partie de saison pour inverser la tendance. Deuxième zone de turbulence pour Pierre Vacher. Et maintenant, 2026. La RB22 est un châssis que personne ne comprend. 15 à 20 kg en trop. Une seconde de retard sur les meilleurs. Une voiture que ses propres pilotes qualifient de terrible. 3 exercices consécutifs sous les attentes, sur 3 années différentes. La question commence à se poser sérieusement dans le paddock et visiblement aussi en interne du côté de chez Red Bull, selon JP Blog. Est-ce que Vacher est encore l'homme de la situation ? Est-ce que sa vision technique est encore celle qui peut sortir Red Bull de cette ornière ? Son avenir à Milton Keynes, selon JP Blog, s'assombrit sérieusement. Newey n'est plus là pour sauver la mise et ça se voit. Depuis le début, je fais exprès aussi de ne pas trop parler des pilotes. Je ne parle pas particulièrement des performances des pilotes parce que sont Isaac Hadjar et Max Verstappen, parce qu'ils sont les victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de performance. Mais au-delà de cette crise, Red Bull est aussi victime d'une nouvelle réglementation que déteste viscéralement Max Verstappen. On en a beaucoup parlé sur les précédents épisodes, bien sûr, mais l'avenir de Red Bull Racing se joue en ce moment, en fait. Parce que pour Verstappen, cette nouvelle ère, elle est insupportable. Lui qui a toujours tout contrôlé, lui qui a toujours fait la différence par son instinct, son agressivité, sa capacité à sentir la voiture mieux que personne. Aujourd'hui, Verstappen est bloqué dans une voiture qui demande un compromis et de la gestion de batterie en pleine ligne droite. Une aberration donc à son goût. Il l'a dit lui-même après le Grand Prix du Japon, quand on lui a demandé comment il trouvait la motivation avec une voiture aussi compliquée dans une discipline qu'il n'apprécie plus clairement. Chaque matin, je me remotive, j'essaie de me persuader à nouveau et j'essaye. C'est un champion du monde, le meilleur pilote du monde qui nous dit qu'il a du mal à trouver du sens à ce qu'il fait aujourd'hui dans le pinacle du sport auto. Et puis après, il accorde à la BBC cette interview devenue assez virale, interrogé sur une éventuelle décision de quitter la Formule 1 à la fin de la saison. Il répond « Je pense à tout ce qu'il se passe dans ce paddock, dans ma vie privée, je suis très heureux. Tu t'attends à 24 courses, cette fois il y en a 22, mais normalement 24, et puis tu te demandes simplement « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Est-ce que ça en vaut la peine d'être en Formule 1 ? Voilà où en est Max Verstappen aujourd'hui, en avril 2026. Et c'est là que Red Bull se retrouve face à une équation qu'elle ne peut pas résoudre proprement, ou une situation assez lunaire d'ailleurs. D'un côté, il faut convaincre Max Verstappen de rester, parce que lui montrer que 2026 n'est qu'une certaine parenthèse, lui donner une voiture avec laquelle il peut attaquer, faire la différence, retrouver le plaisir, même si Red Bull n'est pas essentiellement fautif, puisqu'on parle d'un problème profond de réglementation. Parce que Verstappen accepte d'être 7e ou 8e, ce n'est pas le problème, c'est pas une question de performance. C'est bien plus grave que ça, c'est une question de vide émotionnel. Une fois dans le cockpit, il ne ressent plus rien de ce qu'il raconte. Plus de plaisir, plus de sensation, plus rien. Juste une gestion permanente d'une machine qui va à l'encontre de tout ce qui fait son instinct naturel d'un pilote de course. Mais sans Verstappen, Red Bull n'est peut-être plus Red Bull. C'est aussi simple que ça. Il est le moteur humain de tout ce que cette écurie représente. Verstappen est le catalyseur de Red Bull, celui qui motive les troupes par son aura et sa puissance de meilleur pilote du monde. Aujourd'hui, et à mon sens, Red Bull doit faire tout ce qui est dans son possible pour retenir Max Verstappen. Convaincre la Formule 1 de changer sa réglementation, se faire une meilleure voiture, bien sûr, lui permettre d'avoir une voiture dans laquelle il peut s'éclater, parce qu'on parle du meilleur pilote du monde aujourd'hui, Max Verstappen. S'il vient quitter Red Bull, ce sera une immense perte pour la Formule 1, mais ce sera surtout une immense perte pour Red Bull Racing en particulier. Red Bull, Verstappen, pour Red Bull, c'est son catalyseur, c'est son chef d'orchestre, pas son maître non plus, mais c'est son guide, d'une certaine manière. Et pour motiver les troupes, d'une certaine manière, Verstappen en est le chef. Verstappen a une aura tellement forte, a une prestance tellement forte, a une vision, impose son charisme de meilleur pilote du monde, que ça motive de travailler pour lui.
Et je pense que Red Bull, si Max Verstappen venait à partir, Red Bull perdrait peut-être un petit peu de son ADN, d'une certaine manière. Perdrait son chef d'orchestre. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que Red Bull doit faire tout ce qui est dans son possible pour convaincre la Formule 1 de changer ou d'ajuster sa réglementation pour lui permettre aujourd'hui de garder son meilleur pilote du monde à la Formule 1, mais en particulier à Red Bull de garder son catalyseur. Et ça, c'est aussi l'un des gros enjeux, à mon sens, de l'avenir de Red Bull en Formule 1. Mais qu'est-ce que nous dit lui-même, nous nous concentrons clairement sur la performance. Je suis sûr qu'au moment où nous lui donnerons une voiture rapide avec laquelle il pourra attaquer et faire la différence, ce sera un Max beaucoup plus heureux. Mais de l'autre côté, ça c'est vrai, et je pense que c'est quelque chose où je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est la réalité. Red Bull doit préparer l'après Max Verstappen. Parce que il est sous contrat jusqu'en 2028, mais rien n'est garanti pour Verstappen. Il a des clauses de sortie, elles sont redoutables. Si Verstappen n'est pas dans le top 2 du championnat à une date précise, il peut partir librement, sans rachat de contrat, sans négociation. Aujourd'hui, il est 9e au championnat du monde avec 12 petits points. Russell est 2e et en a déjà 51 de plus. Mercedes domine, Red Bull galère avec son châssis, justement. Et la clause de sortie, elle est déjà peut-être en train de se dessiner comme une autoroute pour Max Verstappen. On en parlait la semaine dernière avec Baby Schum. Et il y a un dernier élément qui change tout. Verstappen n'a pas besoin de notifier, je rappelle, Red Bull de sa décision avant octobre. Il a donc tout le temps d'observer et de se poser. Mais au vu de la situation, Red Bull ne peut pas se permettre de se réveiller un matin sans plan B, sans successeur, sans avenir presque d'une certaine manière. Laurent Mekies et Red Bull doivent sans doute déjà penser à l'après Max Verstappen, ne pas préparer même d'ailleurs l'après Max Verstappen serait presque sportivement irresponsable. Et selon les informations de Autoracer Italie, toujours média, je rappelle, média très connecté dans le paddock, il n'y a qu'une seule véritable alternative crédible à Max Verstappen, c'est Charles Leclerc. Oui, pilote Ferrari, monégasque, l'un des meilleurs pilotes du plateau, et que je vois d'ailleurs champion du monde avec Ferrari cette saison, c'est la seule option valable et peut-être même la seule option viable aujourd'hui du côté de chez Red Bull. Pas Piastri parce qu'il est en contrat très longue durée avec McLaren, même si ça peut vaciller certainement. Pas Norris, à mon sens, trop lié pour le coup à McLaren. Pas Russell parce que Russell quittera Mercedes uniquement si Verstappen va chez Mercedes. Mais là, on parle vraiment d'un Verstappen qui quitterait totalement la Formule 1. Hadjar, oui, et je le perçois je perçois qu'il a effectivement l'avenir de Red Bull Racing, mais on parle aujourd'hui d'un rookie qui a moins de 21 ans, dans une écurie qui est en crise. On ne peut pas lui mettre tout ça sur les épaules dès maintenant, à mon sens. Ce serait trop tôt, à mon sens. Leclerc, c'est le seul profil qui coche toutes les cases. Le talent, l'expérience, la capacité à porter une écurie, la mentalité de champion et surtout un pilote qui n'a peut-être toujours pas eu la voiture qu'il méritait en Formule 1. Et il y a un détail qui est très intéressant dans tout ça, c'est le fait que Lawrence Stroll, le patron d'Aston Martin, a également approché Charles Leclerc. Sauf que Leclerc a senti que quelque chose clochait, il a eu le flair, il a senti que quelque chose clochait, ne tournait pas rond et n'a pas donné suite. Ce qui veut donc dire une chose, c'est que Leclerc choisit où il va. Il n'est pas désespéré, il attend la bonne opportunité, la vraie. Et Red Bull pourrait être cette opportunité, mais pour attirer Leclerc, il faut quand même avoir une voiture compétitive, comme on le dit souvent. Et pour avoir une voiture compétitive, il faudrait déjà résoudre le problème de châssis dont on vient de parler pendant très longtemps, pendant plus de 20 minutes. Red Bull, à mon sens, a besoin de Leclerc. Red Bull, en fait, c'est ça. C'est que Red Bull a besoin de Leclerc pour rebondir si Verstappen vient à partir de Red Bull et vient même à partir de la Formule 1 dans sa globalité. Et il peut y avoir une opportunité pour Red Bull parce que aujourd'hui, Ferrari fait un bon début de saison. Mais Ferrari est toujours à la croisée des chemins. Je reprends la phrase de Charles Leclerc en fin de saison dernière. 2026, c'est un petit peu maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais parce que c'est peut être l'une des dernières opportunités véritables de Leclerc pour devenir champion du monde avec la Scuderia Ferrari, avec cette nouvelle réglementation où toutes les opportunités peuvent s'installer. Mais dans l'autre globalité, ceci du point de vue contractuel, est-ce que Charles Leclerc va vouloir rester chez Ferrari, encore une fois, si il n'a toujours pas la voiture pour aller remporter le titre? Alors oui, aujourd'hui Red Bull est dans une situation qui est plus difficile que Ferrari, mais ça peut devenir une opportunité
si Red Bull arrive justement, de ce que l'on voit, à régler fondamentalement ses problèmes de châssis, son surpoids et sa situation aérodynamique. Il est là le vrai problème de Red Bull. L'aérodynamique, le châssis, le moteur Red Bull Ford est très bon. Rendez-vous compte que pour une première saison dans une nouvelle ère de la Formule 1, avec un tout nouveau moteur fait maison, une première dans son histoire du côté de chez Red Bull, avec Ford, ils ont réussi à faire une base très très solide, très encourageante, une plage de développement qui est bien installée. On n'est pas sur des sables mouvants du côté moteur, on est déjà sur du béton bien armé. Et c'est à saluer. Et c'est pour ça que l'argument que Red Bull peut vendre à Charles Leclerc si Verstappen vient partir, du fait qu'il y ait un bon moteur, ce qu'on doit régler, c'est le châssis, il est totalement viable. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que Red Bull doit aller chercher Charles Leclerc si Verstappen vient à quitter la Formule 1. Vient donc à partir de Red Bull. C'est la situation. Alors où en sommes-nous maintenant ? Parce que Red Bull a un bon moteur, comme je le disais, un très bon moteur même, peut-être même le deuxième du plateau derrière Mercedes. La FIA elle-même le confirme peut-être indirectement, selon les informations de Motorsport Italie. Racing Bulls même le prouve d'une certaine manière chaque week-end. Red Bull a Max Verstappen, le meilleur pilote du monde, malgré tout ce qu'il traverse, malgré sa frustration, malgré son dégoût de cette nouvelle réglementation. C'est toujours lui le meilleur. Red Bull a Laurent Mekies, un de nos patrons honnêtes, lucides, qui assume ses choix sans chercher d'excuses. Red Bull a également Isaac Hadjar, un talent générationnel qui se relève même dans l'adversité. Le problème de Red Bull en 2026, c'est le châssis. Uniquement le châssis. Pas le moteur, pas les pilotes, pas la direction, le châssis. Une RB22 mal née, trop lourde, des 15 à 20 kg. Aérodynamiquement incomprise par ses propres concepteurs. Une voiture qui empire quand on essaye de la corriger, qui prive Verstappen, l'homme qui attaquait tout le temps, partout, tout le temps, de toute confiance au volant. Et ça, c'est le legs de plusieurs années de turbulence, de départs dévastateurs, d'une organisation reconstruite à la hâte, même on va dire ça ainsi, sans Newey, sans Whitley, avec des fondations posées sur du sable mouvant pendant que la guerre interne faisait rage. Voilà la situation. On ne construit pas une voiture de Formule 1 dans la sérénité quand votre patron est en train d'être émincé, quand votre génie technique vient de signer chez votre concurrent, que vos meilleurs ingénieurs font leurs valises et que vous devez en même temps inventer votre propre moteur de A à Z. C'est ça, la vraie histoire de Red Bull en 2026. Ce n'est pas une crise soudaine, ce n'est pas un accident, c'est l'accumulation de tout, de chaque fissure, de chaque départ, de chaque décision prise dans le chaos. Depuis 2023, aujourd'hui, et c'est ma perception, Red Bull est dans une phase profonde de reconstruction interne et ça va prendre logiquement énormément de temps et ça ne va pas se régler en 2026. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas que Red Bull est fini. Loin de là, ce moteur Red Bull Ford est une base exceptionnelle et quand ils trouveront le châssis qui va avec, ce sera une toute autre histoire. Parce que Red Bull a dans son ADN quelque chose que peu d'écuries ont, la capacité de se relever. On l'a vu en 2021, on l'a vu même en 2025, et avec cette remontée miraculeuse. Mais la vraie course contre la montre, elle n'est pas technique, elle est humaine. Garder Verstappen assez longtemps pour lui redonner une voiture digne de son talent avant qu'il ne prenne la décision de tout arrêter. Parce que si Red Bull résout son problème de châssis en 2027, mais sans Verstappen, l'Empire aura reconstruit ses murs, mais certainement perdu son roi. Et un empire sans roi, c'est juste un bâtiment. Red Bull, un empire devenu fragile, oui, mais pas brisé. En espérant que Verstappen reste en Formule 1 et reste du côté de chez Red Bull, la question c'est combien de temps il leur reste pour ne pas devenir un empire devenu fragile. Ouais, voilà, du moins l'histoire, justement. Bon, et ben voilà. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Parce que j'ai essayé d'étayer au mieux toute ma situation, tous mes propos, toutes les informations pour pouvoir construire mon avis par rapport à la situation. Et puis surtout, n'hésitez pas à donner, c'est très important, donnez vos avis en commentaire par rapport à la situation de Red Bull. Est-ce que vous voyez Red Bull se relever ? Est-ce que vous pensez que Verstappen va quitter la Formule 1 et donc Red Bull à la fin de cette saison 2026 de Formule 1 ? Est-ce que vous êtes d'accord sur la perception que ce qui se passe en 2026, ça s'est construit sur les problèmes, les tensions qu'il y a eu à partir de 2024. Et moi, en tout cas, c'est mon avis. Mais j'espère qu'il y aura du débat dans les commentaires, les copains.
immense merci, 1h10 de podcast, eh bien ça suffit amplement. Les copains, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, beaucoup de choses forcément à voir, normalement je serai de nouveau en studio, du côté de chez Emotion, les amis. Immense merci les copains, j'espère que vous avez passé un bon épisode, que vous allez passer une belle semaine de Formule 1, une belle semaine sans Formule 1, mais une belle semaine tout court, justement, en famille, avec les amis. Voilà, les amis, et puis on se donne rendez-vous sur le Insta de Pushlap, le TikTok de Pushlap également, et sur mes réseaux perso, bien sûr, les amis. Ciao ciao les copains, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À dans un nouvel épisode de Pushlap. Ciao ciao.